Almeida, bonjour. Bonjour Christophe Barbier. Et bienvenue. Vous êtes historien et vous publiez chez Plomb cette histoire mondiale des riches. Alors c'est une suite de monographies, c'est une histoire à la fois chronologique, mais c'est en même temps un panorama économique. On va du pétrole avec Rockefeller, au champagne avec Krug, en passant de l'acier Schneider ou Krupp jusqu'à la finance avec Rothschild et d'autres, les cosmétiques bien sûr, Andrew Mellon à Elon Musk, de messieurs Rolls et Royce, ils étaient deux, jusqu'à Liliane Bettencourt. C'est un siècle et demi, plus d'un siècle et demi qui est couvert par votre livre autour de ce thème, les riches. Alors, arrêtons-nous. Page 10, vous dites, 1% des plus riches possèdent 50% des richesses, 354 Français pèsent 1000 milliards d'euros. Mais pour vous, qu'est-ce qu'un riche ? Moi, je pense qu'un riche, c'est quelqu'un qui est capable de transformer sa société, c'est-à-dire tout son environnement, qui est capable de peser dans l'histoire. Donc ça veut dire que je ne considère pas que quelqu'un qui gagne 4 000 euros ou 5 000 euros par mois soit, comme le disait le président François Hollande, riche. Pour moi, c'est des classes moyennes supérieures. Très bien. Mais on peut avoir des millions et puis rien changer à la société, on est un riche inutile en quelque sorte. Exactement, et puis surtout, il y a un seuil, c'est-à-dire quand on n'a que quelques millions, on va pouvoir changer un petit peu son environnement. Mais quand on va avoir des milliards, là, on va pouvoir peser très largement sur le destin des sociétés, soit par ses inventions, par ses innovations, donc on va tenir en main l'avenir, soit parce qu'on va essayer justement de peser sur le pouvoir politique, les mœurs même parfois, donc essayer d'influencer tout ça par la mode ou même plus directement en finançant la campagne de tel ou tel. Vous le dites d'ailleurs, ils sont le vrai pouvoir. Alors, vous avez trouvé un signe extérieur de richesse, il nous parle aujourd'hui, après les polémiques de cet été, c'est les jets privés. 400 en 1969, 4600 en 2019. Vous dites à un autre endroit, il y a 2500 propriétaires, il y a 7500 locataires de jets pour l'année 2021. Ça, c'est un bon signe de ce qu'est un riche, celui qui bouge en toute liberté. Voilà, c'est ça. Depuis la fin du 19e siècle, les riches sont ceux qui se déplacent le plus vite. Il n'y a pas à hésiter. C'est eux qui vont avoir les trains les plus rapides. Ils vont même avoir des trains privés, des wagons privés. Ça fait partie du luxe qu'on a à la fin du 19e siècle, quand on est Monsieur Pullman, quand on est Monsieur Rockefeller. Ou la reine Victoria. La reine Victoria, première femme au monde, et première même, j'allais dire, homme politique au monde, à avoir son propre train privé, avant tout le monde, dans les années 1840. Et donc, elle va continuer, elle va en avoir plusieurs. Donc ça, c'est le signe. Ensuite, ils vont avoir la même chose. Ils vont commencer à utiliser les avions dans les années 30, et puis, dès les années 60, ils commencent à avoir le jet privé. C'est toute la différence, parce que la jet set, ça commence avec les vols à réaction, mais le jet privé, c'est-à-dire le vol à réaction avec un petit avion qui est à soi, et d'ailleurs, quand ils en parlent entre eux, ils disent « Qu'est-ce qu'on fait ? On doit aller à tel endroit. On prend l'avion ?» Ils disent pas « On prend le jet ». Parce qu'on prend le jet, c'est nous. C'est nous qui disons ce genre d'expression. Oui. Alors, vous savez qu'on veut les taxer, ces jets, mais vous expliquez dans le livre, page 232, que ça va être compliqué, parce que la plupart sont immatriculés à l'île de Man ou ailleurs. Mais ça, c'est un truc qu'avait trouvé Serge Dassault. Dans cette histoire, il y a à la fois des gens qui sont des grandes fortunes, mais qui sont en même temps de grands inventeurs de moyens d'aider leurs clients. Dassault est le plus grand fabricant, à un moment donné, de jets privés avec le Falcon. L'ancien Mystère 20, appelé Falcon aux États-Unis. Et donc, il décide de faire de cet avion un outil. Mais on lui dit, mais si on garde chez nous, on va être taxé. Donc, il a cette idée de trouver l'île de Man où il peut immatriculer les avions et où, en fait, on ne va pas payer de taxes. Alors, c'est après la Première Guerre mondiale que l'impôt sur le revenu a essayé de s'imposer, difficilement en France, que la nécessité de l'égalité, mais aussi du désendettement des États, a fait naître cette idée. Taxons les riches, taxons les super-profits. Et ils n'ont cessé de ruser pour y échapper. Pas tout à fait. Parce que quand même, je dois avouer qu'au moment de la Première Guerre mondiale, ils acceptent. Ils jouent le jeu. Ils jouent le jeu. Ils jouent le jeu. Et il faut imaginer, il y avait pas, on faisait la déclaration volontairement. Il n'y avait pas de contrôle fiscal, ça n'existait pas. Il n'y avait pas d'inspecteur des impôts, pas d'inspecteur du Trésor. Il n'y avait pas tout ça. Il y avait le riche qui fait sa déclaration. Et une bonne partie d'entre eux acceptaient de le faire, peut-être qu'ils minimisaient un peu, mais c'était la volonté d'aider la nation, d'aider la patrie en guerre. Même chose aux États-Unis, où ils acceptent l'impôt sur le revenu, et en plus, ils achètent les bons de guerre. Ils achètent les obligations du Trésor américain et les obligations françaises. C'est d'ailleurs ce qui fait que les petits riches vont être laminés au lendemain de la guerre, parce que la dette va être très très mal remboursée, la monnaie va être très dégradée, et donc ils vont y perdre. Et arrive notamment l'inflation qui ruine les rentiers. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans une nouvelle ère d'inflation. Est-ce qu'on peut avoir le même phénomène, c'est-à-dire la ruine des petits riches par l'inflation, et puis une caste de grands riches qui jouera peut-être moins le jeu des États qu'il y a 100 ans? Je pense que vous décrivez quelque chose qui va sans doute se dérouler. L'inflation, c'est très compliqué. L'inflation, elle peut être le laminoir pour les pauvres quand le salaire ne suit pas.
Si le salaire n'est pas indexé, le pauvre sera ruiné. Mais de toute façon, l'inflation attaque le capital des riches. Parce que malgré tout, ils ont une monnaie qui est dégradée, qui d'année en année perd de la valeur. Donc, traditionnellement, ce qu'on considère, c'est que si on veut rééquilibrer le rapport entre le capital et le travail, eh ben, l'idéal, c'est qu'il y ait de l'inflation avec une indexation des salaires. Comme ça, les petits, en quelque sorte, sont épargnés de l'inflation et les gros, en contraire, eux, payent. Il est vraisemblable, effectivement, que les petits riches vont souffrir, mais que les très, très grandes fortunes vont trouver les moyens de s'en accommoder. Alors vous décrivez l'évolution de cette galaxie qui passe par la jet set, puis par le star system. On a l'impression que les riches s'individualisent, qu'ils sont de plus en plus égoïstes. Aujourd'hui, avec des Elon Musk ou tous ceux des GAFAM, on a une caste de riches qui se considère au-dessus des États. Pas tous. C'est ça. Le livre, ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'on a un défaut, nous, en France, c'est qu'on met les riches comme ça. Voilà. C'est un peu l'héritage du marxisme, l'héritage du communisme, classe contre classe, les petits contre les gros, les travailleurs contre les capitalistes. La réalité, elle n'est pas ça. La réalité, elle est qu'il y a des capitalistes qui viennent du bas, qui ont construit des fortunes, qui ont embauché des centaines de milliers de personnes, qui donnent des emplois, qui préservent des savoir-faire. Donc, oui, il n'y a pas que des héritiers, il y a des vrais bâtisseurs d'empire. C'est pour ça que j'insiste là-dessus, c'est qu'il y a des fortunes très positives. Il y a des très grosses fortunes qui ont été extraordinaires pour créer de l'investissement. Et ça, c'est l'individualisme. C'est-à-dire que nous, et dans les démocraties capitalistes, on est parti du principe qu'il fallait confier les clés du camion à quelques personnes qu'on trouvait particulièrement bonnes. C'est comme ça qu'on a donné à un Steve Jobs des milliards, à un Bill Gates des milliards, et qu'ils ont pu avoir même les plus grosses capitalisations de milliers de milliards. Vous voyez ce que ça représente? C'est immense. Donc ça veut dire qu'on leur confie les clés du camion. Alors on dit, eux, ils savent où on va. Mais effectivement, peut-être que c'est ce système-là qu'il faut remettre en cause. Mais c'est pas un problème, j'allais dire, du tout méchant capitaliste contre la pauvre société. Vous dites, page 81, les capitales de nos pays ont été construites pour les riches. Ah bon, on doit notre paysage urbain à l'existence des riches, aux mœurs des riches? Exactement, et ça commence même sous Napoléon III. Napoléon III, c'est le libre-échange, c'est le début de la mondialisation. Hein. Et lui, il est très influencé par l'Angleterre. Or, en Angleterre, par exemple, dans les arbres, il y a des rues. Donc, il va dire, il faut qu'on ait des arbres dans nos rues. Il va installer des bancs pour que les Parisiens puissent vivre bourgeoisement, s'asseoir sur les grands boulevards, regarder la foule flâner. Il va faire une rénovation urbaine qui fait que les grands appartements vont être avec au deuxième étage des beaux balcons pour qu'on puisse voir de l'extérieur ce qui s'y passe, pour qu'on puisse mettre en scène sa vie mondaine. C'est la même chose d'ailleurs à la même époque pratiquement aux États-Unis où des familles comme les Vanderbilt donnent des bals masqués extraordinaires, où ils mobilisent pour leurs invités tout le champagne de New York. Toutes les bouteilles de champagne Moët et Chandon ont été cramées en une soirée. C'est une richesse qui doit se montrer. Il n'y a pas de richesse, il n'y a pas de spectacle de la richesse. Non, et à l'époque, d'une certaine manière, c'était une manière de rendre à la ville, lui donner le spectacle, lui donner la beauté, lui donner quelque chose qui en fasse une fête. Paris est une fête. Alors une bonne partie des personnages dont vous nous dressez le portrait appartiennent à la communauté juive et pas seulement ceux qui sont dans la banque, dans la finance. Est-ce que vous n'avez pas peur d'avoir écrit un livre qui va nourrir l'antisémitisme ancestral, c'est-à-dire ils ont l'argent, ils ont la puissance? Il n'y a pas que. Il y a des protestants extrêmement riches. Rockefeller, il n'est pas juif. C'était une des plus grandes fortunes du 19e siècle. C'est énorme et c'était un croyant religieux. Il y a des patrons catholiques dont je parle dans le livre. Mais c'est sur les juifs que l'antisémitisme tombe sur le thème, c'est eux qui ont l'argent. C'est pas les seuls. Moi, c'est ça que j'essaie de dire. Entre nous, de l'argent, il y en a un peu partout. Je parle d'une personnalité d'ailleurs juive qui a été extraordinaire côté séfarade, qui est Edmond Safra. Edmond Safra a eu à un moment donné la maison la plus chère du monde, la Villa Leopolda. Mais c'était un homme qui était un philanthrope énorme, qui a donné et qui encore aujourd'hui a une fondation qui sert à secourir notamment les juifs séfarades dans le besoin. Donc il faut pas je crois pas que ça nourrisse l'antisémitisme. Je crois je montre dans le livre qu'ils sont une minorité dans une majorité de grandes fortunes qui ne sont pas ça, qui sont protestantes, les croupes, qui sont catholiques. L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Exactement. C'est pas pour rien qu'en Allemagne, pays où il reste quand même malgré tout très peu de juifs, on a le plus grand nombre de milliardaires en Europe. C'est le pays du capitalisme qui a tenu depuis le 19e siècle. Les riches étaient-ils avec Hitler? Les riches ont-ils fabriqué Hitler? C'est plus compliqué que ça, dites-vous. Oui. Mais le 19 novembre 1932, il y a une lettre à Hindenburg du grand capital pour dire
il faut confier les clés à Hitler. Et quelques mois plus tard, ils sont derrière Hitler. Ouais, il en manque un dans cette lettre, c'est Krupp, il n'est pas dedans, mais effectivement, c'est le cercle Kepler. Il y a un groupe de patrons au départ qui s'est mobilisé parce qu'ils en avaient marre du désordre et qu'ils avaient peur des communistes. Et ils se sont mobilisés derrière un type qui s'appelait Fritz Thyssen, notamment, qui très tôt soutient même le putsch de la brasserie contre la France. Hein. C'est contre la France, oui. Contre l'occupation de la Rhénanie. Exactement. Bien sûr. Donc voilà, et ces gens-là, ils se disent, il nous faut un type qui mette de l'ordre. Ils croient dans Hitler. Bon, après, une partie d'entre eux va se rendre compte qu'ils se trompent. Le même Fritz Thyssen, voilà. En 38, il voit la nuit de cristal, il est effaré, il décide de prendre la fuite, il vient en France. Il aurait dû choisir un pays plus éloigné d'Hitler, il sera rattrapé, il finira en camp. Mais après la guerre, la grande partie des fortunes allemandes n'est pas épurée. Non. Et si vous voulez... vous donnez les marques, hein, BMW, Porsche, IG Farben. Vous dites 70% des riches de l'Allemagne nazie. Eh bien, ils restent riches après. C'est autrement. C'est 70% des familles les plus riches aujourd'hui sont des familles qui existaient déjà. Et donc, en fait, ça nous montre un pays où c'est les héritiers qui prédominent, contrairement à la France, où en gros, il n'y a que la moitié qui est d'héritiers. Nous, on renouvelle, il y a beaucoup de nouvelles fortunes. Mais pourquoi on n'a pas dénazifié ? C'est le gouverneur Clay, le gouverneur américain de la zone américaine, qui était un général, le général Clay, qui pense qu'en fait, face à la montée du communisme, il doit essayer de structurer le capitalisme allemand. Or, s'il vire les grandes fortunes, les têtes de pont, il ne pense pas avoir, j'allais dire, une classe bourgeoise alternative. Donc, il va les laisser en place en se disant, espérons qu'ils vont se convertir. Et de fait, une bonne partie d'entre eux s'est convertie à la démocratie, au capitalisme. Et même à l'antiracisme, figurez-vous. Et puis, il y a une entreprise quand même, IBM. IBM qui a aidé le nazisme à faire des listes de juifs en Europe. IBM dont l'ingénieur, dites-vous, a même inspiré le code de tatouage, en fait, des déportés. Et c'était le code des machines qui avait été imaginé pour la filiale tchèque. C'était le code qui permettait individuellement de définir. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire le génocide, il fallait identifier les personnes. Oui. Donc, il fallait aller dans les synagogues, prendre tous les actes d'état civil et rentrer les noms. C'est ça qu'il faut imaginer. Donc, il fallait une machine. Et c'est comme ça que la machine à perforation IBM arrive en Allemagne. IBM qui est trop contente d'avoir un si grand pays pour tester l'efficacité de ses méthodes. Vous faites un portrait de George Soros. Vous dites, page 378, Soros dont l'interventionnisme se marie si bien avec l'ingénierie manipulatrice de la CIA. Que voulez-vous dire ? Ils ont quand même, ces gens-là, avec Soros, la CIA, ils ont voulu taper sur le communisme, ils ont voulu le casser. Et sur la Russie après. Exactement, mais Soros, dès les années 80, est quelqu'un qui finance des mouvements culturels en Hongrie, en Tchécoslovaquie, en Pologne, qui soutient les opposants. Et au fond, son objectif, c'est de faire que ces pays redeviennent des démocraties. Et d'une certaine manière, ils ont gagné. Donc le Soros, qui est très souvent critiqué par les complotistes, c'est quand même un personnage assez formidable comme ingénieur de la démocratie, c'est-à-dire comme banquier, d'ailleurs spéculateur qu'on peut critiquer, il spécule contre la livre, c'est comme ça qu'il fait une grande partie de sa fortune, mais banquier, ok, mais qui en même temps a un objectif qui est que la planète soit démocratique. Et au fond, moi je ne suis pas sûr qu'on doive lui en vouloir. En tout cas, dans les années 90, quand il faisait ça, quand il faisait de l'ingénierie sociale pour la démocratie dans les pays de l'Est, eh ben, tout le monde le félicitait, tout le monde s'en louait, y compris Viktor Orban qui aujourd'hui l'insulte. Un mot de Mohamed Ben Salman pour finir. Il achète un faux château Louis XIV, un Léonard de Vinci qui est peut-être pas un vrai. Qu'est-ce que ça nous dit de l'esprit de richesse ? Non, mais je crois que c'est surtout qu'à un moment donné, ils veulent avoir le plus grand musée du monde. Donc, il faut trouver des œuvres. Donc, ils investissent. Et comme toujours, quand on investit un peu vite, il y a toujours le risque que ce ne soit pas ce qu'on croyait. Et c'est le grand quoi qu'il en coûte, si j'ose dire. Fabrice d'Almeida, Histoire mondiale des riches, c'est foisonnant, c'est passionnant. C'est chez Plomb. Merci à vous. Merci à vous.